Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Vue d'ici. Deux sujets qui méritent notre attention seront abordés à cette émission du 6 novembre. L'itinérance et ses défis, dont nous parlerons avec des représentants de l'organisme L'AHUT de Terrebonne, et le vieillissement accéléré de la population avec la fondatrice de Vitalité Aînée, un nouveau centre de jour implanté à l'Assomption. Chers auditeurs et auditrices, restez avec nous car ça commence maintenant. En 2024, près de 400 personnes itinérantes étaient hébergées dans des centres de Lanaudière, une hausse de 25 en un an et demi. Et on ne compte pas ici les personnes toujours dans la rue et qui sont sans logement, étant hébergées par des proches ou des amis. Pour nous parler d'itinérance, nous accueillons Bobby Arpin, chef de service Terrebonne, et Pascal Desrosiers, coordonnateur responsable des partenaires et de la communauté, deux membres de l'équipe de l'AHUT, un groupe phare au Québec pour son approche marquée de solidarité, de dignité et d'innovation sociale. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bienvenue à Vue d'ici. Merci de l'invitation. Merci, ça nous fait plaisir. Comme je vous disais, ça me touche beaucoup. J'ai rencontré François Savoie, votre directeur, et vous avez un organisme tout à fait extraordinaire qui fait des petits miracles dans la communauté de Terrebonne, mais aussi de Joliette et de Saint-Jérôme. Et d'entrée de jeu, je vais vous demander, c'est quoi l'AHUT? L'AHUT, c'est un service d'hébergement pour personnes en situation d'itinérance. C'est 3 points de service présentement, donc vous les avez nommés le Terrebonne, Saint-Jérôme et Joliette. C'est différents services qu'on offre pour accompagner nos gens dans une vision de réinsertion sociale et aussi dans une vision de partenariat avec la communauté. Pour nous, c'est important parce qu'on sait qu'on ne le fera pas seul. Donc, on a des services d'hébergement du court, du moyen et du long terme. On a plusieurs projets aussi. On a des appartements ciblés pour nos jeunes 18-25 ans. On a du dortoir, de la halte chaleur et d'autres services qu'on va appeler l'urgence, la chambre de transition et des services externes qu'on nomme le SRA, qu'on accompagne même les gens en post-hébergement. Donc, on touche l'inventaire de ce qu'on peut essayer d'offrir. Donc, l'avant-hébergement, l'hébergement, le post-hébergement, on essaie de desservir nos usagers. C'est ça l'approche hors de l'ordinaire de l'AHUT. C'est cette espèce d'identification des types d'itinérance. Hein? On a tendance à identifier l'itinérance à ce qu'on voit à Montréal en particulier, alors que dans nos banlieues, même dans les régions, on en voit de plus en plus des gens qui ont des difficultés à se trouver des logements, de prendre racine. Et l'itinérance a mêlé un visage. L'itinérance, les gens voient souvent que c'est l'itinérance, c'est le clochard, c'est le ramasseur de canettes, le quêteux. Mais les gens qui passent dans nos services, c'est monsieur, madame, tout le monde. Il n'y a personne qui est à l'abri de se retrouver en situation d'itinérance. Une personne sur 5 est à risque ou peut se retrouver en situation d'itinérance. Fait que ça fait beaucoup. C'est quand même 20 de la population. Ça fait beaucoup de gens. C'est majeur. Là. Donc, oui. C'est un enjeu de société qui mérite qu'on s'y attarde beaucoup plus que ce qu'on fait actuellement. Là. Et je me rappelle d'une conférence que François avait donnée, disant que de sortir les gens de la rue et de bien les accueillir et de bien les recevoir et de bien écouter leurs besoins permet à la société de sauver beaucoup d'argent parce que ça coûte. C'est plate à dire, mais quelqu'un qui est dans la rue, ça coûte cher. Hein? Ça coûte beaucoup plus cher que quelqu'un qui n'est pas dans la rue et qu'on loge convenablement. Oui, ça a un impact sur notre système de santé, sur nos services policiers. Ça a un impact sur nos infrastructures. Tandis que quand on a la chance de pouvoir faire de l'hébergement, qu'on appelle vraiment transitoire, donc de l'accompagnement vers un retour en logement, on voit ces diminutions de coûts-là parce qu'on les accompagne dans tout ce... Il y a moins de méfaits qui va se donner. On va travailler avec eux sous plusieurs angles pour essayer justement d'éviter un retour à la rue. Nous, on se base sur 5 axes pour essayer de les accompagner. Puis ces 5 axes-là, si on ne les travaille pas, ça a un impact direct sur nos infrastructures en société. Donc, chaque investissement qui est fait en logement
via la hutte? Parce que je pense qu'il y a un projet qui a été fait, bien, il y a plusieurs projets que vous Oui, avez il y a menés au plusieurs cours des 2-3 dernières années, là, que ce soit à Terrebonne ou à Joliette ou à Saint-Jérôme. Là. Récemment, il y en a eu à Joliette, je pense, ou à Saint-Jérôme. À Saint-Jérôme, on est en train de bâtir un 60 logements à 3 volets, donc pour personnes âgées, pour jeunes familles et pour jeunes aussi issus de la DPJ. Okay. Donc, c'est un 60 logements qu'on veut vraiment transitoire sur plusieurs nombres d'années pour éviter on remarque en fait que nos gens qui arrivent, on a ciblé ces 3 typologies-là parce qu'on voit qu'il y a une effervescence au niveau de nos populations qui vieillit. Des fois, ils n'ont pas nécessairement les moyens ou l'impact de l'itinérance, l'impact du coût du logement a tellement évolué que quelqu'un qui rentre puis qui perd son logement à 70 ans n'a pas le même moyen financier que moi à 33 ans pour s'en sortir. Pour se replacer. Donc, on a différents paliers. C'est nouveau. Donc, ça s'en C'est vient la dans quelques raison années. pourquoi qu'on est obligé de les garder de plus en plus longtemps. Puis quand on regarde ces personnes-là en situation, ça les chronicise. Fait que, vu la pénurie des logements partout à travers le Québec, puis les frais sont incroyables là, en ce moment. à un moment donné, la hutte, il a fallu qu'ils se lèvent debout puis qu'on part sur des projets. Trouve des solutions. Puis parlant de solutions, vous en avez développé une là, récemment, une chambre froide. Pouvez-vous nous en parler un peu, puis des partenariats qui sont autour de ça? La chambre froide, c'est le partenariat, c'est la Caisse populaire des jardins de Terrebonne, et beaucoup pour la cause de l'itinérance, puis et travaille beaucoup avec l'ensemble de la communauté, aussi de la région. Nous a donné un gros montant d'argent pour investir pour la totalité de la chambre froide. Okay. On avait un enjeu alimentaire parce qu'il y a plusieurs donateurs qui nous donnent de la nourriture. Et puis là, avec seulement un petit congélateur comme on avait, c'était pas assez. Là. Ça répondait pas à la C'était vraiment une besoin, gymnastique de gérer tout ça, surtout que là, avec Saint-Jérôme plus Joliette, bien, à un moment donné, ça prenait plus d'espace parce qu'il y a des gens qui nous appellent puis qui veulent nous donner, bien, à certains moments pour assurer la qualité puis la chaîne de froid de tous ces aliments-là, bien, il fallait acheter une chambre froide. Ça prend des infrastructures pour pouvoir accueillir tout ça. Là. Donc, est-ce que vous avez vu qu'il y a donc une différence au niveau de la qualité des repas et des services qui sont offerts à la clientèle qui est itinérante? Bien, la qualité a toujours resté la même. Nous, on mange à la hutte. Tous les employés mangent à la hutte. Okay. Fait que nous, si on mange à la hutte, bien, on sert le même repas, puis on s'assure qu'en engageant les chefs en place, bien, on s'assure qu'ils fassent la qualité pour assurer de la qualité. Comme si c'était chez soi, là. Exactement. Comme à la maison. Mais la chambre froide, elle, c'est des... Je ne connais pas nécessairement le programme. C'est de la nourriture qui est placée dans la C'est un congélateur. Maison. Un congélateur dans la hutte elle-même à Terrebonne. C'est un gros congélateur. OK. C'est un gros investissement? Je pense que c'est 17 000 Ah, quand même. Oui, quand même. Puis ça change... Ça reste un montant relativement peu important pour tout le bien que ça fait. Oui. C'est vraiment Exact. majeur. Là. Puis vous êtes dans la communauté. Est-ce que c'est un appel que vous lancez régulièrement dans le milieu pour aller chercher des dons et des... On assiste à plusieurs assemblées générales annuelles. Comme Bobby disait tantôt, la hutte n'existerait pas si l'ensemble de la communauté n'était pas avec nous. Fait que, vu que nous, bien, on aide dans la communauté, bien, les gens viennent nous solliciter. Puis on fait partie de la communauté, puis ils font partie de notre communauté aussi. Donc, ils répondent à l'appel quand Oui. il y a un intérêt. Bien, c'est surtout que c'est beaucoup dans l'actualité actuellement. On réalise que l'équité, on a beau avoir Trump qui veut pas aider personne, là, mais dans notre milieu, le Québec, on reste quand même de plus en plus solidaire. Puis c'est une réalité qui est vivante chez nous, là. Parce qu'on pense que Terrebonne n'a pas, c'est ça. Puis c'est ça un peu la réalité, là. Pendant la nuit des sans-abri, souvent, c'est ce qu'on entend. Il n'y en a pas ici. Où ça? Il n'y a pas d'itinérants ici. Les gens pensent que ça se passe seulement à Montréal. Ben non, dans toutes les régions qu'on œuvre, ben il y a environ 80 qui vient de la population environnante. Environnante. Fait que les gens pensent qu'ils sortent de Montréal parce qu'il y a une hutte d'ouverte,
Mais c'est pas là. Mais c'est pas ça. C'est des gens d'ici qui sont là-dedans. Exactement. C'est des pères, des mères, c'est des cousins, c'est des cousines, c'est un voisin, c'est des gens qui se retrouvent... Ils perdent leur emploi ou il y a une séparation, ils perdent leur logement. La réalité ici, elle est différente de celle de Montréal, de beaucoup de... Est-ce que c'est différent? C'est un grand mot parce que moi, mon pensée par rapport à ça, c'est que tout le monde, personne n'est à l'abri de vivre une situation d'itinérance. Puis, je trouve qu'il y a des portraits qui se ressemblent. À Montréal, il y a les grands refuges. Nous, on ne travaille pas sous la forme de grands refuges. C'est pour ça qu'on a de l'hébergement transitoire. Mais les histoires, par contre, c'est 1001 histoires. Puis vous le nommez bien, que ce soit une rupture, perte d'emploi, que ce soit un moment un peu plus instable au niveau de notre santé physique, mentale. La charge qu'on peut avoir. Fait que c'est des histoires comme ça. Là, tous les jours, on rencontre des gens qui ont une histoire qui est différente les unes les autres. Puis pour moi, il y a pas, je veux pas baliser entre les itinérants de Montréal. Non, c'est des personnes en situation d'itinérance. Et peu importe d'où elles viennent, c'est leur histoire qui importe. Puis comment on peut les accompagner dans un processus de réinsertion, quels efforts sont prêts à mettre, puis comment nous, on peut les aider à remonter leurs forces pour s'assurer qu'il y a une sortie complète de la rue. Puis de se retrouver un logement. Oui, de se retrouver. De rebâtir quelque chose. Parce on les accompagne vraiment d'un couvert à l'autre. Ils arrivent chez nous, si c'est leur premier épisode, bien, ils arrivent chez nous. Quand c'est leur premier épisode, on essaie de les faire rebondir le plus rapidement. C'est ça, de raccourcir, hein? C'est ça que disait François, le période entre le décrochage. Tu sais, quand ça fait 10 ans que tu es dans la rue, par un paquet de mauvais choix, à un moment donné, tu as une pensée que tu dis, bien, c'est ma normalité, c'est correct, c'est ça que je mérite, puis je vis comme ça. Quand ils mettent les pieds chez nous, bien, comme vous disiez tantôt, l'accueil fait toute la différence. Tout à fait. L'accueil va délimiter l'ensemble de son parcours. Tantôt, on parlait de santé mentale. En introduction, on a parlé de prisme entre nous tantôt. Pouvez-vous m'en glisser un mot un peu là-dessus? Absolument. Le prisme, dans le fond, on a eu l'annonce officielle il y a quelques semaines pour instaurer un prisme qui est déjà installé, là, qui est commencé en fait du côté de Joliette. Donc, le but, c'était d'amener la psychiatrie en milieu et non d'institutionnaliser nos patients. C'était en fait d'enlever un peu la peur, l'inquiétude de voir un psychiatre. Donc, on a à la rue de Terrebonne ainsi que celle de Joliette, on a 6 lits qui sont attribués. Donc, c'est des gens qui n'ont pas de diagnostic clair, on voit là, qu'il y a des enjeux au niveau de la santé mentale. Puis qu'on peut affilier avec un psychiatre terrain. On a un médecin aussi qui est affilié avec nous. On a une infirmière. On a aussi une intervenante plancher attitrée à ce programme-là là, pour les aider à se stabiliser. Puis qu'une fois que cette période un peu plus instable soit gérée, ils peuvent rebondir, soit aller dans notre hébergement pour après ensuite aller vers le logement. Ils rentrent dans le processus là, de suivi et de réimplantation dans le milieu, là, dans cet objectif-là. Puis j'ai été fasciné parce que François me parlait à un moment donné que monsieur avait carrément... Il dormait dans sa voiture. Il dit, pourquoi tu dors dans ta voiture? Bien, j'ai perdu ma maison. Puis là, je sais pas trop où aller. Puis, t'avais-tu un emploi? Oui, j'avais un emploi. Puis il appelait le patron. Il dit, on savait pas où était. Je dis n'importe quel nom. Mais Pierre était où, Pierre? Bien, je savais pas qu'il y avait ce problème-là. Puis tout ça, ça a déboulé sur des solutions. Puis il dit, bien, écoute, on va aider Pierre, on va y trouver un logement, on savait pas qu'il y avait cette situation-là de crise, là. Donc, la technique que vous êtes donnée, je pense que c'est révolutionnaire. C'est très, très... ça devrait être, en tout cas, à mon avis, de ce que j'ai appris, ça devrait être généralisé au Québec. On éviterait beaucoup de problèmes d'urgence. On a un petit 20 secondes pour parler des bas. Les fameux bas, là. Donc, c'est Noël qui s'en vient. Donc, un petit mot rapidement. C'est un beau cadeau de Noël. On est en pleine campagne de financement pour, justement, comme on a parlé tantôt, pour la construction du 60 logements, pour les rénovations à Joliette, pour offrir de l'hébergement, pour offrir vraiment... pour offrir donner des services. Exactement. Donc, ça, on peut trouver, si vous voulez faire ces achats-là, sur le site Internet, lahutte.org. Lahutte.org. Oui. Donc, écoutez, merci beaucoup de votre visite. C'est très apprécié. Donc,
Saviez-vous, au Québec, une personne sur 5 a aujourd'hui 65 ans et plus. Donc, après la pause, nous rencontrons la responsable de Vitalité Aînée pour en parler. Dans l'Anaudière, ce sont plus de 105 000 personnes qui sont des aînés. Et dans 10 ans, ce nombre sera en hausse de plus de 25 %. Dans ce contexte de vieillissement accéléré de la population, les enjeux sociaux et de santé sont majeurs. Mais vieillir aujourd'hui, c'est souvent devoir composer avec des enjeux de santé, d'isolement social et de perte de repères. En cette semaine des proches aidants, des gens qui se comptent par milliers dans l'Anaudière, il est heureux que des initiatives originales fassent une différence pour les soutenir avec leurs proches. C'est le cas de Vitalité Aînée, un centre fondé par la MRC de l'Assomption, par Mme Maude Parenteau, que nous avons le plaisir d'accueillir ce soir. Bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. C'est un grand plaisir. Merci. Donc, vous avez inauguré Vitalité Aînée récemment. Oui. Qui êtes-vous? Comment est arrivé ce projet? Alors, Maude Parenteau, la fondatrice de Vitalité Aînée. Le projet, bien, qui je suis, là, si je peux faire un petit bagage de qui je suis, ça faisait 12 ans que j'étais dans le réseau de la santé. J'ai débuté comme éducatrice spécialisée, donc j'ai fait 8 ans comme éducatrice spécialisée, puis j'ai été chargée de projet pour le ministère, pour le déploiement de la politique ministérielle d'hébergement, pour avoir des milieux de vie de qualité. Pour les aînés? Pour les aînés. Pour les aînés. Pour les aînés. Puis, en fait, toutes les personnes qui sont hébergées. Donc, c'est également la clientèle DI, TSA, donc déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme. Puis, j'ai ensuite été gestionnaire en CHSLD. Puis ensuite, eh bien, j'ai fondé Vitalité Aînée. Puis d'où vous avez vu cet intérêt pour cette clientèle à travers votre vie professionnelle et personnelle? Eh bien, c'est une clientèle que je porte grandement dans mon cœur. J'ai d'ailleurs... Parmi mon lot d'études, j'ai fait un certificat en gérontologie. OK. J'ai fait un certificat en gestion, un certificat en santé mentale, mais la gérontologie, l'étude du vieillissement me passionnait. Okay. Donc, j'ai... Puis vous êtes arrivé comment parce qu'on peut avoir une passion pour un domaine d'activité, mais passer à l'acte, quand même, c'est une grosse responsabilité de créer un centre de cet ordre-là. Là. Comment vous est venue l'idée? Effectivement. Alors, l'idée m'est venue parce que je voulais je suis allée cueillir un peu tout ce que j'ai connu au fil des années et j'ai voulu créer un centre qui était bienveillant, de qualité, sécuritaire, où on peut déposer notre proche qui vit un enjeu cognitif ou physique, que le proche puisse obtenir un répit qui est de qualité et que la personne qui vit des enjeux au niveau physique et cognitif, bien, elle se sent reconnue, elle se sent en sécurité, elle se sent bien, puis elle sent qu'elle peut maintenir ses capacités physiques et cognitives. Puis dans votre centre, donc il y a une double mission. Il y a la mission première, c'est de faire en sorte que les aînés demeurent autonomes, profitent pleinement de leur vie, puis d'aider les proches aidants, là, de pouvoir respirer un peu, d'avoir du temps pour eux. Quels sont les services que vous offrez à l'intérieur du centre qui vient soutenir les aînés? Donc, nos services sont très, très, très larges parce que je voulais que lorsque la personne aînée ou la personne en perte d'autonomie, celle qui vit des pertes d'autonomie, puisse, quand elle vient au centre, avoir une multitude de services possibles. Donc, nous offrons des séances de 3 heures comportant des ateliers de stimulation cognitive, donc la mémoire, la compréhension, la logique, la rapidité de réponse, des ateliers d'exercice physique, donc motricité globale, du yoga sur chaise, de la danse, de l'équilibre. Nous offrons également de la motricité fine, de la dextérité, les personnes qui ont de l'arthrite, de l'arthrose. Donc, c'est essentiel. La motricité fine, on s'en sert au quotidien. Boutonner son manteau, mettre ses chaussures. Donc, on en a besoin. Préparer à manger à la maison. Faire à manger, écrire. Donc, on a adapté toutes sortes d'ateliers. Également, on a une diversité de professionnels. Donc, on a une infirmière, une kinésiologue, une thérapeute en relation d'aide. Nous avons également même une hygiéniste dentaire spécialisée dans la clientèle pour aînés. Donc,
l'intention était que les gens qui vivent des enjeux, tu sais, on s'entend qu'il y a le domicile, puis ensuite, bon, il y a le CHSLD, mais entre les deux, parfois, on a des petites pertes cognitives ou des petites pertes physiques, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça? Eh bien, c'est pour ça que j'ai créé Vitalité Aînée, pour garder notre autonomie, rester actif physiquement et mentalement le plus longtemps possible. Parce qu'on a tendance à oublier qu'un aîné, c'est une personne entière qui a le droit de vivre, profiter au maximum de sa vie, même si c'est dans ces dernières années. Là. Donc, cette capacité d'autonomie, de demeurer à domicile, donc ça sauve beaucoup d'argent aussi pour la société, du fait que les gens sont capables de demeurer à domicile. 91 des personnes souhaitent rester à domicile. Les gens veulent rester chez eux, veulent conserver leur autonomie. Donc, effectivement, c'était un besoin criant de créer un centre de ce type. OK. Et on a parlé un peu des proches aidants. Donc, c'est une réalité. Il y a un vieillissement, comme on l'a dit tantôt, un vieillissement quand même accéléré de la population. Ici, dans la MRC des Moulins, puis c'est un peu la même situation dans la MRC de l'Assomption. Il y a quand même un vieillissement majeur. C'est une des régions de la Naudière qui vieillit le plus rapidement au Québec, du fait qu'il y a eu une montée démographique majeure. Mais ces gens-là qui sont installés dans les années 60, 70, 80, bien, ils sont rendus maintenant des aînés. Oui. Donc, il y a toute une espèce de réalité là, qui s'enchaîne là-dedans. Là. Effectivement. Ce que je côtoie, là, c'est des proches aidants, puis on en voit de toutes sortes. Hein. Ça peut être des enfants devenus adultes, là, effectivement. Ça peut être les conjoints. Ça peut être, tu sais, de tout. Je m'occupe de mes beaux-parents. Mes deux parents ont des troubles cognitifs. Qu'est-ce que je peux faire? Puis, tu sais, proche aidant, là, c'est plus de 20 heures par semaine à consacrer auprès de son proche, statistiquement. Mais ce qu'on voit, ce que je côtoie quand je rencontre, là, parfois, c'est 100 du temps. Qui est consacré à ces gens-là. Oui, qui sont en effectivement. perte d'autonomie. Puis il y a beaucoup de femmes aussi, puis qui cumulent un emploi. Donc, dans les données, c'est 60 des femmes qui vivent ça, puis qui sont en emploi en plus. Donc, c'est une surcharge effectivement. Qui se vit. Donc, le centre vient soutenir ces gens-là. Comment est-ce qu'ils peuvent vous découvrir? Comment on découvre le centre? Comment ils peuvent nous découvrir? On a un site Internet. Donc, est-ce que je le nomme? Vitalité. Oui, faites-vous plaisir. On est là pour ça. Oui, on est là. Notre page Facebook Vitalité Aînée, on diffuse énormément d'outils pour la clientèle, énormément de textes avec des outils, des ateliers à faire à la maison ou à faire à notre centre, des images, des vidéos de l'ensemble de nos services. Donc, ça peut être une façon de nous découvrir. Sinon, ça nous fait plaisir que vous venez nous rencontrer, visiter le centre. Dans notre centre, tout a été conçu pour le maintien de l'autonomie. On a une salle sensorielle, on a une salle d'exercice, on a des écrans de réminiscence. Donc, des écrans de réminiscence, on n'entend pas souvent ça. Donc, quand on parle de stimulation cognitive, il y a toutes sortes de volets. Tu sais, la logique, la compréhension, la rapidité de réponse, la mémoire à court terme, à long terme. Et la réminiscence vient stimuler la mémoire par le souvenir. Donc, on a des écrans de 1930 jusqu'à 1980 avec des photos, des vidéos d'époque. Puis là, on va parler de la Seconde Guerre mondiale, de la crise d'octobre, du droit de vote des femmes, de l'apparition des couleurs à l'écran. Bref, puis ça crée des belles discussions, puis ça permet aux gens de se remémorer des beaux souvenirs. Est-ce que vous avez une anecdote ou un exemple de choses que vous avez vécues? Peut-être pas, le centre est quand même très récent, là. Oui, je pense que vous avez j'en ai tout plein. Bien, avez-vous des exemples que vous pourriez nous offrir? Bien, je voudrais vous parler de la salle sensorielle, qui est quelque chose qui est vraiment particulier que nous offrons au centre. J'ai une anecdote en tête. J'avais un de mes participants qui venait au centre et la première fois qu'il est venu, eh bien, il était plutôt confus. Avec un discours incohérent, puis il tentait il se promenait dans le centre, puis il ne savait pas trop où il était.
Et donc, il ne faisait pas les ateliers qui étaient au centre parce que, bon, dû à la confusion. Et on l'a amené à la salle sensorielle. Et le monsieur s'est immédiatement apaisé. Il a fixé une lumière. Tu sais, la salle sensorielle, c'est extraordinaire. On vient stimuler tous les sens. L'ouïe, l'odorat, la vue, la proprioception. Donc, on vient vraiment stimuler tous les sens. Et le monsieur, bien, il s'est apaisé. Et par la suite, il a été en mesure de faire le reste des périodes d'activité. Puis il a été plus réceptif. Et là, le monsieur, il vient à tous les semaines. Et maintenant, à tous les semaines, bien, on l'accueille dans la salle sensorielle. Et par la suite... Pour lui, c'est son entrée, là. Son entrée, là, c'est là que ça se passe. Il est apaisé. Et là, il est en mesure de faire toutes les autres activités que nous offrons avec le sourire, plus réceptif. Donc, c'est quelque chose de très concret pour vous de voir ça. C'est un succès de voir que ces gens-là, ce monsieur-là, se sentent aussi bien, aussi... Effectivement. Est-ce qu'il y a des plans d'intervention ou je pose la question sans qu'on l'a nécessairement abordé avant, mais est-ce qu'il y a des plans d'intervention qu'on voit quand les gens arrivent? Eh bien, nous, quand on accueille les gens, c'est important de bien connaître la personne. Et donc, on fait un portrait évolutif de la personne et on recueille l'histoire de vie. Qui elle est, cette personne-là? C'est quoi son histoire? C'est quoi son diagnostic? C'est quoi ses besoins? C'est quoi ses intérêts? Puis, ça nous permet d'adapter nos interventions en fonction de leurs besoins, de leurs intérêts. Par exemple, j'ai une personne il n'est plus en mesure de parler étant donné la maladie. Eh bien, on adapte l'intervention. Par exemple, la stimulation cognitive qu'on peut faire au niveau verbal, avec des ateliers qui sont verbales, on les fait de façon écrite. OK. On les fait de façon écrite. On a aussi une tablette où il peut nous verbaliser ce qu'il veut nous dire à l'aide de la tablette. Donc, on adapte nos interventions. Donc, votre travail se centralise sur la personne elle-même. Oui, effectivement. Effectivement. Vous avez très prochainement, donc dans un prochain week-end, le 8-9, de 10h à 15h, oui. Vous avez une porte ouverte. Ce week-end, oui. Tout le monde sont les bienvenus à venir nous rencontrer. C'est nos portes ouvertes le 8 et le 9 novembre. Donc, c'est un rendez-vous pour les gens qui sont intéressés, 8-9 novembre, de 10h à 15h, au 814 boulevard Lange-Gardien Nord, à l'Assomption. Donc, merci beaucoup de votre visite parmi nous. Ça a été vraiment très intéressant d'en savoir plus sur votre organisme. Merci infiniment merci de beaucoup. votre accueil. Merci. Donc, pour les gens qui désirent en savoir plus, donc, vous pouvez vous rendre au www.vitalité sans accent, _aîné sans accent.ca. Merci beaucoup, Mme Parenteau, encore une fois, de votre visite. Donc, quant à vous, chers auditeurs et auditrices, je vous remercie beaucoup de votre présence. Sachez que nous apprécions votre participation avec nous et au plaisir de vous rencontrer dès la semaine prochaine.